Salut à tous, salut Antoine. Pour ceux qui me découvraient sur ta chaîne, je m'appelle Guillaume Fournier. J'investis en bourse, enfin sur les marchés financiers, donc une bourse crypto depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Mhm. Par là, 8 ans. J'ai lancé une chaîne YouTube, pareil, il y a 6 7 ans. Et maintenant, depuis 3 4 ans, on est vraiment axé sur de l'investissement long terme, bourse, depuis 3 4 ans à peu près. Mhm. Et je partage et avec mon audience sur Finance Optimale. Là, on a développé avec mon associé un software qui s'appelle Margin pour analyser des actions, pour screener des actions, suivre son portefeuille. Ouais, Et donc là, c'est je pense qu'on aura des l'occasion actions. d'en reparler parce que c'est un bel Ouais, outil. Je trouve qu'il est quand même assez solide. ergonomique. Mais voilà, on le voit souvent d'ailleurs dans tes vidéos, tu l'utilises assez fréquemment, hein, du coup, pour tout ce qui Ouais, est analyse ouais, ouais. d'action, etc. Mais voilà. Bon, quand est-ce que tu as commencé du coup? Donc avant le Covid, c'est ce que tu disais? Il y a à peu Et près 8 ans? c'est ça, j'ai commencé avant le Covid, donc c'était un petit peu différent. Mhm. Moi, quand j'ai commencé, j'avais commencé surtout avec de la crypto. Ok. Et j'ai eu entre guillemets, la chance d'arriver en crypto sur le premier bull run, enfin, le premier, on va dire, bull run médiatisé sur le Bitcoin. Ok. Donc c'était 2016-2017. Et donc là, j'ai eu, c'était surtout de la chance, hein, c'était Ouais. plus de la chance qu'autre chose, mais une bonne position qui m'ont permis d'accumuler un certain capital. Et après, à partir de ça, j'ai commencé à voyager, Mhm. à bosser en ligne, et j'ai commencé ensuite à investir dans un premier temps dans une stratégie dividende, parce que le but c'était juste d'avoir des revenus Mhm. passifs, tranquille, une stratégie qui prend moins de 1 2 heures par mois pour trouver une bonne action, investir, et tu fais ça tous les mois. Ouais. Et là, depuis quelques temps, j'ai switché sur un portefeuille dont l'objectif est surtout d'aller chercher de la surperformance, de l'alpha Mhm. par rapport au marché, parce que j'ai pour objectif d'ouvrir un fonds d'investissement d'ici quelques années, donc pour Ok. constituer un beau track record. Et en règle générale, dans le monde, il faut un alpha sur le marché pour déjà attirer des clients, pour ensuite justifier les frais, parce moi je prévois de prendre des frais sur la performance, Ouais, donc s'il n'y bien a pas de sûr. performance, tu ne payes pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai switché le portefeuille. Ok, donc super intéressant, hein, l'idée de fonds d'investissement. Toi, ce serait un truc personnel ou justement avec ton associé, etc. Quelque chose ce serait un gros projet, quoi, vraiment que t'aimerais créer. Ouais, alors avec mon associé, je sais pas. Ouais. Je sais pas comment l'organiser encore ou quoi que ce soit. Mhm. L'associé avec qui je bosse, c'est surtout sur le software, sur Margin. Sur la partie fonds d'investissement, il faut voir potentiellement, oui. Mhm. Ça dépend encore de la structure, quoi, la structure qui sera prise, de ce qui sera fait. Bien sûr. Mais ouais, c'est l'idée. Ouais. Bon, pour le coup, moi, j'ai jamais touché aux crypto ou quoi que ce soit. Donc Mhm. là-dessus, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, si ce n'est Bitcoin, Ethereum et Solana, tu vois, c'est Ouais. compliqué. Je connais pas grand-chose de plus. Après, voilà, je sais qu'il y avait ce fameux bull run avant le Covid ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment tout ce qui se passe après le Covid que je commence à bien connaître maintenant, on va dire. Mais voilà, Ouais. qu'est-ce que toi, ça t'a fait, on va dire, de vivre justement dans tes 2 3 premières années d'investissement, ce crack ultra rapide de 30 40% quasiment en bourse lorsqu'on a eu les annonces de confinement, etc. Bah, c'est des périodes où tu es quand même assez content. Mhm. Parce que, en fait, ce qui se passe souvent avec les cracks boursiers et tout, c'est que c'est une dynamique qui est très particulière. C'est vraiment une panique. Et pendant le Covid, c'était une panique qui était très, 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 très forte. C'est rare qu'il y ait eu des paniques comme ça. Je crois que c'était une des seules fois dans l'histoire Mhm. euh, où il y en a eu très peu, où ça a baissé en 2 semaines ou 3 semaines de quasiment 30 ou Ouais, 40%. Donc, tu te retrouvais avec énormément d'actions qui étaient à une valo qui était ridicule. Et le plus surprenant, c'est surtout la reprise qu'il y a eu après, ouais, qui a été assez exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs, c'était les périodes-là où les gens avaient quasiment rien à faire. Donc, ils étaient confinés chez eux, ils ont commencé à investir en bourse. ouais. C'est cette période-là qui a créé, je pense, beaucoup aussi de youtubeurs finance, etc. Et j'ai peur qu'il y ait un retour de bâton un jour parce que pour le moment, là, on a vécu que des périodes avec des taux d'intérêt faibles, avec du quantitative easing à l'appel, de l'impression monétaire à l'appel. Mhm. Donc, on n'a pas encore, la majorité des gens qui investissent, qui sont sur Internet ou quoi que ce soit, n'ont pas encore connu Ouais. de vraies périodes difficiles pour l'économie. Hmm. Euh, Ouais, en plus de ça, moi y compris, t'as vu moi 2022 y aussi. compris.
Non. Hmm. 2022, ça a Ouais. été très rapide. Il y a Hmm. certaines datas indiquent qu'il y a eu une petite récession, d'autres indiquent Ouais. qu'il n'y en a pas eu, mais C'était un ça a peu été pour compliqué. une baisse. Le pire du pire, je crois que c'était descendu de 29 ou 30%, Mhm. et ensuite c'est remonté. Ouais. Mais ça a duré même pas un an, ça a duré 6-8 mois, je crois, avant que le bottom soit touché et qu'on reparte. Disons que c'était un bon moment ça a pu être un bon moment pour recharger, quoi, Ouais. pour On était typiquement sur un marché baissier sur du court moyen terme, quoi. Il y avait pas, ouais, ouais, ça descendait tranquillement, ça faisait son petit bonhomme de chemin avec des tops toujours plus bas et puis des bottoms toujours plus bas également. Et puis c'est après, c'est ça, reparti à la hausse assez facilement, ouais, c'est clair. Ouais. clairement. Ouais. Ok. Toi, t'as commencé à investir 2023, c'est ça, du coup? Alors moi je disais donc Après voilà ce méthode. 2023 vraiment au tout début Ouais. voilà fin 2022 peut-être pour tu vois Apple qui a été vraiment ma toute première action. Voilà, d'ailleurs, Ok. on parlera peut-être de ta première action, la toute première que tu aurais pu acheter, mais voilà, moi je sais que c'était du Apple. Tout début 2023 à un prix qui aujourd'hui est assez exceptionnel, ça devait être du 130 dollars ou quelque chose comme ça. Bon, Mhm. alors là on est quand même un petit peu descendu, mais Apple s'est monté quand même jusqu'à quasiment 260 si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, sachant que moi j'avais vendu quasiment au plus haut, j'avais vendu dans les 250 dollars. Donc j'ai eu pas Allez, mal de chance là-dessus. Ça m'a permis. pourquoi t'as revendu Apple? Ah, c'était compliqué. J'avais ma conviction sur Apple, je trouvais que la boîte était intéressante et tout, et évidemment de qualité, hein, un gros mot, etc. Par contre, j'avais besoin de plus de croissance, j'avais besoin de plus de perspectives. J'avais pas Ok. ce côté où je me disais, tiens, l'action va réussir à refaire une surperformance, malgré tout ce qu'on disait sur les services, etc. Et voilà, Mhm. après, sur du long terme, on verra évidemment si j'ai fait un bon choix ou pas. Mais c'est vrai que là, avec ce qu'on voit sur l'IA où ils sont un petit peu en retard, etc., bah, ça fait mal. Pour le coup, sur l'action, ça pèse un petit peu. Je crois qu'on est aux alentours des 200 dollars, là, si je me trompe pas. Donc on n'est Je sais pas, je pas. t'avoue que je suis pas 213 du dollars, on est tout, actuellement. Donc on n'est pas non je suis pas plus. du tout, ça me fait pas trop Apple pour le moment. Ouais, c'est C'est ça, un peu cher. c'est. Voilà. Je trouve ça très cher aussi. C'est exactement pour ça que je l'avais vendu. C'était notamment parce que, voilà, comparé au prix auquel je l'avais acheté et par rapport à la croissance, payer 30, 40 fois le price to free cash flow, je trouvais ça assez exagéré, quoi. Donc ouais, Ok. j'avais vendu ma petite part, j'avais récupéré pas mal et puis j'avais mis sur d'autres actions, style du Visa, du Mastercard, qui me semblaient plus intéressantes à ce moment-là. Ouais. Voilà, je saurais pas dire précisément la période, mais si je regarde par exemple Visa, du coup on était plutôt sur... qu'est-ce qu'on pourrait se dire là un petit peu. Visa, il y a... Ouais, il y a... En juillet 2024 par exemple, tu vois, l'action elle était à 260 dollars. Depuis, on Ok. a pris 38%, tu vois. J'avais dû notamment peut-être en prendre en fin 2023 aux alentours des 230 dollars aussi. Donc, tu vois, Ouais. c'était des investissements plus corrects que aujourd'hui, voilà, trouver encore une fois du Visa à potentiellement 35 fois le free cash flow. Ça semblait plus, Clairement. Ouais. ça semblait plus raisonnable à ce moment-là. C'est non. Mm. T'as des investissements que tu regrettes un petit peu? Ouais, certains évidemment, voilà, comme les gens de ma chaîne le savent, j'ai eu un portefeuille auparavant, comme je te le disais en off. Que du Ouais. coup j'ai liquidé complètement avant les tarifs de Trump, qui du coup étaient plus voilà, un prétexte que réellement une peur de ma part ou quoi que ce soit. Justement, j'ai un petit peu profité, on en parlera après, de ces petits tarifs pour acheter une ou deux actions par-ci par-là, avec notamment Mhm. du Adobe. On pourra en reparler aussi parce que je sais que ça fait pas mal débat sur ta chaîne. Ouais. Donc ouais. Et ouais, donc j'ai liquidé ce portefeuille avec des actions que j'appréciais pas beaucoup. J'avais des entreprises potentiellement avec des beaux moats, des beaux leaders, on va dire, sur le marché, mais pas forcément dans des secteurs ultra porteurs non plus. Je pense notamment à, voilà, à du UPS. Aujourd'hui, UPS, c'est pas très bon en bourse, hein, ça a du mal. Les fondamentaux, pareil, c'est pas exceptionnel. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, waouh, avoir du UPS, c'est quand même stylé. Tous les matins, je sors, j'ai mon petit camion UPS qui passe devant moi et je suis actionnaire de l'action. C'était ça qui m'avait vachement réjoui là-dessus, par exemple, quoi. Ouais. C'était ce côté-là. Toi, de ton côté, c'était quoi ta première action, ton premier achat? Je crois que Vraiment le tout long terme, premier du coup, ouais. achat, ah ouais, le tout premier Ouais, achat, je crois que c'était la boîte dividende par excellence ouais, aux States. C'était soit AT&T, soit Verizon. ok, ok, Je ne me souviens ok. plus lequel des deux j'avais acheté en premier. Ouais, Je ne me souviens plus, je sais plus si c'était, ouais, c'était soit AT&T, soit Verizon. donc C'était une de vraiment ces deux. les, Euh,
Les boîtes dividendes C'était, par excellence, comme tu dis, ouais. ouais, c'est ça. C'était vraiment le dividende par excellence, bel historique. Et puis après, ouais, quelques années après, je crois, il y avait Warren Buffett qui était dedans. Voilà. Quelques années après, il a revendu Verizon. Mhm. Puis, ça a pas fait de, ça a rien fait du tout, quoi. Ouais. Sur la période où j'ai possédé, je pense que j'étais plus ou moins flat. Je crois que j'ai pas gagné d'argent, j'en ai pas perdu en 4-5 ans, ça a rien fait. Ouais, donc toi, plutôt ta première action, on va dire quelque chose d'assez moyen, pas forcément un échec non plus, mais en tout cas, c'est pas forcément ce dont tu t'attendais avec du Verizon, quoi. T'avais ton dividende, mais t'avais pas de plus-value particulière, quoi. Ouais, disons après j'avais le dividende, donc Ouais. c'était bon, mais je l'avais acheté un peu cher. J'avais acheté l'action, je pense, un petit peu cher quand je refais une rétrospective maintenant, et que j'aurais pu mieux l'acheter. Ouais. Elle remplissait l'objectif, c'est-à-dire qu'ils ont continué d'augmenter leur dividende. J'ai pas eu de problème sur le dividende, et c'était l'objectif premier du portefeuille à l'époque, donc pas trop de problème là-dessus. Mais je me rends compte que si je l'avais mieux acheté, si j'avais les outils que j'ai maintenant, la connaissance que j'ai maintenant, etc., Hmm. c'est le genre de boîte que, même pour une stratégie dividende, j'aurais mieux T'aurais acheté pas. Ouais. et qui m'aurait permis d'avoir Hmm. une meilleure performance Ouais, bien sûr. et Je un pense que meilleur ça, rendement. c'est une erreur qui revient pour beaucoup de personnes. Du coup, moi, le premier aussi. C'est vraiment d'acheter à des prix pas intéressants, de pas assez se fier justement à cette valorisation qui est quand même super importante et qui du coup Ouais. fait que sur du moyen, allez, ouais, j'avais pas forcément du long terme, mais du court moyen terme en tout cas, n'est pas forcément ultra intéressant sur certaines boîtes, quoi. Voilà. Pour le coup, C'est ça. Et puis après, je pense que l'erreur principale que font beaucoup de personnes, mhm, c'est pas avoir un objectif clair avec leur portefeuille. ok. Ouais, parce que si par exemple quelqu'un qui a un objectif de juste faire mieux qu'un PEA, faire mieux que les livrets bancaires, faire mieux que tout ça, se protéger de l'inflation et qui veut pas être dans un ETF, Mm. la valorisation c'est important dans le sens où il faut éviter d'acheter des boîtes trop chères, mais acheter une boîte un petit peu trop chère ou pas sous-évaluée, ça va pas changer grand-chose. En revanche, quand on veut avoir de l'alpha, la valorisation c'est ultra important parce que si tu n'achètes pas une bonne valo, c'est potentiellement 1, 2, 3 ans de performance qui sont perdus. Ouais. Et 3 ans de performance qui sont perdus, ça peut ne pas être grand-chose, mais c'est surtout qu'il faut dire que cet argent, il aurait pu être dans une autre action qui aurait mieux performé. Et c'est sûr, à chaque fois de se dire, attends, il y a quelle est la meilleure entreprise au moment T où j'ai du cash à investir, qui va pouvoir apporter de la performance. Mm. Et donc parfois, tu dois choisir entre 2, 3 entreprises où tu te dis peut-être celle-là elle a une meilleure qualité, mais la valo est beaucoup trop élevée, donc ce sera compliqué, etc. Ouais, bien sûr, ça dépend évidemment l'objectif qu'il y a derrière. Ce qui est marrant, c'est que pareil, j'avais aussi eu cette envie, voilà, au début de créer plutôt un portefeuille dividende avec, Ouais. alors c'était plus des actions, on va dire, de qualité. Après, c'était plutôt mes critères de qualité qui n'étaient pas forcément les bons. Voilà, je prenais notamment, par exemple, comme on disait, du UPS. UPS, c'est plus du tout une action selon moi de qualité, mais pour l'époque, j'analysais mal les entreprises, tu vois. Et Ouais. pour moi, ça semblait être une entreprise de qualité, tout comme l'était du coup du Apple, ce genre d'entreprise-là. Donc voilà, j'étais pas axé sur du gros dividende, mais il y avait toujours un petit fonds de dividende derrière sur mes actions à côté. Et Ouais, ça, c'est une erreur que beaucoup font, je trouve. ouais, C'est de faire une stratégie à moitié. ouais, C'est-à-dire, si tu veux aller sur une stratégie dividende, va sur une stratégie dividende, va pas sur une stratégie dividende à moitié. Parce que si tu vas sur une stratégie dividende à moitié, tu gagneras pas d'argent avec la croissance de l'action. Parce il y a pas beaucoup de croissance. ouais. Tu gagneras pas de l'argent avec le dividende parce que le dividende sera faible aussi. Mm. Et donc, du coup, tu te retrouves sur une stratégie qui est entre deux. L'avantage, c'est qu'en général, ce genre de stratégie, tu as un bêta qui est assez faible. Donc, tu vas beaucoup moins bouger que le marché, tu seras beaucoup moins volatile, donc c'est rassurant. Mais sur du long terme, en fait, je pense que c'est la pire stratégie possible parce que tu gagnes sur aucun tableau avec ça. Ouais. C'est-à-dire que tu gagnes ni sur l'appréciation du capital, ni sur le dividende. Donc, du coup, tu te retrouves un petit peu bloqué, quoi. C'est clair. Si tu te prends 2% de plus-value, 2% de dividende, au final tu fais 4%, ce qui n'est pas exceptionnel. Mieux vaut aller sur une Ouais, action full sous-évaluée où tu peux prendre du 10% par an ou alors avec un beau dividende à 5-6% minimum. C'est sûr que voilà, c'est si tu ça. Et pars. puis, surtout qu'avec les boîtes à Ouais, dividendes, quand tu arrives à avoir des bons points d'entrée, tu te retrouves avec des bons dividendes. Et en plus de ça, sur des boîtes sous-évaluées. Parce ouais. que c'est parce qu'elles ont été vraiment sous-évaluées que ton dividende est vraiment bon. Et donc là, tu as plus quelque chose à aller jouer. Je dis pas que tu vas battre les indices ou quoi que ce soit avec Mm. ça, mais normalement une meilleure, tu auras moins de volatilité, plus de revenus passifs. Donc ce sera
Et surtout, ça prend pas énormément de temps. Ouais, Comparé à une stratégie pour surperformer les indices et tout ça, là, ça prend beaucoup moins de temps. c'est clair. Pour le coup, il y a cet aspect temps aussi. J'imagine que voilà, ça te prend pas mal de temps, toi, de ton côté, par exemple, d'analyser une action, d'essayer de gérer ton portefeuille en règle générale. Bah, j'ai fait ça tous les jours. Ouais, Tous les jours, je suis des actions, je suis des articles. Alors pas des articles de médias dans la mesure où c'est pas je suis pas les news économiques ou quoi que ce mhm, soit, mais je lis des articles sur les entreprises que je suis, que j'ai en watchlist, sur c'est beaucoup aussi de recherche sur les gérants de fonds d'investissement, sur les dernières décisions qu'ils ont fait, etc. Beaucoup de recherches sur les entreprises que je suis. Donc ça fait qu'il y a du travail un petit peu tout le temps. En plus de ça, j'ai la chaîne YouTube, donc bien sûr. ça permet d'alimenter un petit peu aussi la chaîne, d'alimenter le business. Donc ouais, ça prend du temps parce que c'est l'objectif derrière, il y a un objectif particulier. Mm. Faut pas que ça y ferait un particulier. Ça prend pas autant de temps à faire si vous voulez juste construire un portefeuille pour gagner en bourse, quoi. Ouais, c'est Là, clair. c'est parce qu'il y a vraiment cet objectif précis pour moi à long terme. Mm. Ouais, d'optimiser la performance, vraiment d'essayer d'aller chercher le top du top, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu disais que voilà, donc ça fait plusieurs années maintenant que tu es en bourse, mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené à ça? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu touches à la bourse? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est parce que justement, comme moi, tu as pu faire des études là-dedans? Qu'est-ce que... Je pense que j'ai toujours été câblé là-dessus. Mhm. C'est-à-dire, j'ai plus ou moins toujours voulu travailler là où il y avait de l'argent et tout ça. Et en grandissant, j'ai découvert la bourse, l'investissement, et je me suis dit, bah, tiens, ouais, ça a l'air de bien correspondre. Quand je regarde quand je lis des livres ou que je suis des trucs d'investisseurs et tout ça, je me reconnais beaucoup souvent dans les discours. Je vois que les problématiques qu'ils vont rencontrer, par exemple, dans leur vie personnelle, c'est plus ou moins les mêmes problématiques que je vais rencontrer. Dans leur vie professionnelle, c'est plus ou moins les mêmes choses que je vais rencontrer. Donc, je pense que de façon innée, entre guillemets, j'ai plus ou moins été câblé pour ça. Ok. Euh, donc c'est fait plus par une évidence. D'ailleurs, je me vois pas travailler dans quelque chose d'autre, je me vois pas faire autre chose. Il y a aucun moment où je me dis ah ben tiens peut-être ce serait plus intéressant de faire ça ou non je me vois pas faire autre chose. C'est juste ça le seul truc qui Ok. m'intéresse. Lire des bilans comptables, suivre des entreprises, analyser tout Clair. ça. C'est juste que ça me plaît. Je suis plus ou moins câblé pour ça. J'ai aussi cette distance émotionnelle entre guillemets qui me Mhm. permet de prendre de meilleures décisions que la moyenne, j'aurais tendance à dire là-dessus. Ouais. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Et Ouais, toi, non, qu'est-ce qui t'a attiré en bourse? D'études, alors moi, c'était vraiment le côté, à la toute base en tout cas, c'était vraiment ce côté, il faut un CDI classique pour vivre, etc. Et puis là, hop, Covid, chômage ouais, partiel. Et donc les gens qui ont un CDI se retrouvent finalement, certains à la maison avec un plus petit salaire. Et du coup, bah, ça a un peu démystifié la chose. Je me suis dit, attends, aujourd'hui, même si tu as un salaire qui est soi-disant fixe, machin, avec un emploi bien rémunéré, cadré, tout ce qu'il faut, bah, au final, tu peux te retrouver potentiellement voilà, subir un chômage partiel sur une période un peu compliquée de l'économie. Donc du coup, voilà, il me fallait une deuxième idée à côté de mes études, justement, une sorte voilà, de deuxième revenu passif qui pouvait me permettre de créer autre chose à côté. Du coup, je suis rentré justement, comme je le disais, sur du e-commerce, du trading. J'ai essayé de regarder un petit peu tout ce qui pouvait m'intéresser pour justement faire ouais, ce fameux deuxième revenu, quoi. Et c'est grâce à l'investissement en bourse, du coup, que j'ai pu, voilà, me lancer et tout. Et après ça, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Et du coup, j'ai fait des études d'économie là-dedans. Voilà. Donc c'est d'abord par passion, ok. puis après le côté études qui font qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de connaissances que, voilà, comme tu disais, la moyenne des gens. Et j'essaie maintenant d'adapter mes émotions, d'adapter mes décisions surtout à tout ce qui est investissement pour que je sois le plus optimal, le plus rationnel, clairement. Excellent. Yes. Au niveau de ta stratégie, du coup, désormais, tu as dit que Ouais, avant tu étais dividende. Maintenant, tu es c'est du coup ça. plus sur la valeur. Est-ce que tu as des entreprises encore à dividende ou est-ce que c'est juste des boîtes qui distribuent un petit quelque chose aux actionnaires, peut-être? Euh, Dans le portefeuille que j'ai maintenant, le Ouais. dividende n'est plus pas du tout un critère. Mhm. Donc je le regarde pas vraiment. J'ai quelques boîtes dans le portefeuille qui versent un dividende, oui. Ok. Mais c'est pas, elles n'ont pas été achetées pour ça. Il n'y avait pas du tout d'objectif là-dessus. De mon ancien portefeuille, j'ai encore trois ou quatre actions.
qui sont des actions à dividendes que j'ai pas encore liquidées parce que j'estimais que c'était plus intéressant de les avoir que d'avoir du cash, par exemple, et que j'avais pas forcément d'autres opportunités où envoyer cet argent. Donc j'ai décidé de les conserver, mais elles seront liquidées Au fur d'ici et à peut-être mesure du quelques temps. mois, Mm. dans un mois, ça sera pas exactement, mais dès que j'ai pas une poche de cash et que je vois une opportunité intéressante, c'est liquidé et ça part. Ok, ouais, donc changement de philosophie complet, avec vraiment l'intérêt sur le dividende comme moi, et au final, en fait, le dividende n'est plus du tout un critère. Personnellement, c'est Ouais, exactement mon cas. Aujourd'hui, voilà, moi, mon portefeuille actuel donc, de deux actions, c'est Adobe et ok, Medpace, donc deux entreprises que ouais, tu connais, que tu as fait sur ta chaîne notamment en analyse, tu les suis un petit peu. ouais. Donc voilà, des entreprises qui, si je me trompe pas, ne distribuent même pas de dividendes. Voilà, ça fait pas non Je plus crois pas, longtemps ouais. que j'ai ces actions-là en Space, portefeuille du coup. Medpace, c'est ok, sûr. Et Adobe, pour moi, ça ouais, distribue pas de dividendes. Peut-être par la suite, non, ça pourrait faire ouais, comme même pas de Google ou un dividende. truc comme ça. Ouais, Mais voilà. Donc, clairement, changement de philosophie total aussi, avec plutôt un aspect de. J'aime bien dire quality GARP, souvent. Avec voilà, vraiment des mhm, actions cette fois-ci de qualité. Maintenant, je sais analyser une action, donc ça y est. Et plutôt ce côté croissance, mais à un prix raisonnable pour avoir vraiment des actions de valeur, quoi, qui ont de la value ouais. et qui peuvent faire des jolis bons au fur et à mesure du temps, quoi. Voilà. Au niveau de Adobe et Medpace, du coup, par exemple, Adobe, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Je sais que tu l'as pas en portefeuille, que tu as fait quelques vidéos, tu as un petit peu du mal avec Ouais. l'entreprise, c'est bien ça? J'ai du mal à comprendre à quel point ils sont indispensables, Mhm. à quel point leur mode est important. Pour moi, avec Adobe, on est sur le value trap par excellence, dans la mesure où on est sur l'entreprise qui a des fondamentaux excellents, Ouais. mais euh, qui a pas de business, quoi. Enfin, que le business derrière n'est, certes, il y a des bons fondamentaux, mais que c'est pas un business qui est imperméable, c'est pas un business qui a des bonnes douves. Mhm. Et donc, je vois pas, et on le voit depuis quelques années, ils galèrent comme pas possible à gagner des parts de marché. Je suis pas en train de dire que c'est un business qui va Ouais. mourir. Je pense que c'est un business qui est suffisamment protégé pour rester, mais la question que je me pose en fait à chaque fois, moi, c'est est-ce que acheter du Adobe, ça va me permettre de surperformer? Ouais. Est-ce que ça peut Et battre le marché aujourd'hui, je pense qu'Adobe permet de gagner de l'argent. Mhm. Je suis pas convaincu qu'Adobe permette de surperformer. Ok. Même avec justement peut-être une valorisation un peu plus alléchante, parce que tu pars du principe que c'est sûrement un value trap ou Disons quelque que la chose dans le genre. valorisation, elle sert à rien si l'entreprise, elle est pas, si le moat n'est pas suffisamment Ouais, solide. C'est-à-dire que la valo, elle est intéressante uniquement quand la qualité et que le moat sont validés et sont déterminés comme vraiment solides. mhm, Euh, Si à partir du moment où ces deux va pas, ça sert à rien de s'emmerder avec la qualité parce que investir dans de la value juste pour de la value, ça sert à rien. Parce que le problème avec ça, c'est que si on n'a pas un business qui est de bonne qualité, tu peux l'acheter sous-évalué, mais tu vas jamais bien dormir parce que si tu repères 20% derrière, tu vas dire, mais attends, comment ça se fait? Mon modèle de valorisation disait qu'il était déjà 50% sous-évalué. Comment c'est possible que ça repère 20%? Donc c'est beaucoup trop compliqué à gérer. ouais, je À la comprends. limite, si on veut aller sur du deep value et aller sur des boîtes vraiment value, Mhm, déjà souvent, ce sera pas sur des boîtes tech parce que les boîtes tech, il y a beaucoup d'actifs qui sont des actifs intangibles. c'est sûr. Ce sera surtout sur des boîtes en général plutôt industrielles ou des boîtes où il y a des vrais actifs qui sont tangibles derrière et dont on a une expertise sur ces actifs. Et donc là, potentiellement, faire un peu ce que faisait Warren Buffett à ses débuts, du cigar butt, c'est-à-dire où c'est une action qui est pas bonne, l'entreprise est pas bonne, mais on sait que globalement, il y a beaucoup plus dans les coffres que ce qu'il y a en market cap. Ce Et qu'il donc y a, là, on ouais. peut y aller. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas, là, c'est une stratégie, pourquoi pas faire ça, mais sur une boîte comme Adobe, qui est une boîte tech, qui a Mhm, toujours autant, je suis pas convaincu, quoi. ok, je vois. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, cette stratégie, justement, comme le faisait Warren Buffett, elle est peut-être beaucoup plus complexe à faire aujourd'hui, de vraiment aller chercher des entreprises dont les actifs sont inférieurs potentiellement à la market cap ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller chercher ce genre de boîte-là, vraiment littéralement sous-évaluée. Est-ce que toi, tu trouves que c'est possible? Je pense Il faut qu'aujourd'hui, le il business, faut c'est plus dur de trouver ça. il faut une expertise particulière, Ouais. il faut une expérience aussi particulière, c'est encore possible, mais c'est pas ce qui est le plus facile, effectivement.
C'est surtout c'est pas forcément pour un débutant. Oui, C'est pour en général avoir levé un peu de bouteille entre guillemets sur la bourse, sur l'analyse d'entreprise. C'est pas une stratégie facile. Faut vraiment être passionné pour faire ça. Parce que là, c'est un travail d'enquête qui doit être fait qui est pas du même niveau que regarder des chiffres, analyser un mot, tout ça. Là, il faut vraiment aller comprendre quels sont les actifs exactement que possède l'entreprise, les valoriser. Euh, j'ai presque pas envie de dire les valoriser un par un, mais avoir quand même conscience de ça. Et au-delà de les valoriser, c'est pas juste de prendre l'expert comme il va venir valoriser ta maison chez toi. Il va te dire elle vaut 300 000, mais en réalité, il y a personne sur Terre qui est prêt à payer 300 000 pour ta maison. ouais, Au mieux, quelqu'un paiera 250 000. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a la valorisation qui est donnée par les comptables mm, et il y a la valorisation réelle. De temps en temps, les comptables donnent une valorisation qui est beaucoup plus faible que la réalité, bien sûr. mais de temps en temps, c'est beaucoup plus élevé aussi. Et donc, il faut être capable de savoir gérer ça. Donc là, c'est vraiment poussé comme truc. Donc, c'est pas forcément une stratégie que je recommanderais, surtout Ouais, à un particulier ou un particulier qui débute. Là, c'est quand même, je trouve, très, très casse-gueule. ouais. Peut-être sur certaines boîtes, parce qu'on a vraiment un domaine d'expertise là-dedans, pourquoi pas, mais en règle générale, je trouve ça. Ouais, entre guillemets, il y a beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui pour s'embêter à aller chercher ce type-là. Je pense on peut facilement quand même battre le marché sur d'autres boîtes plus simples à analyser. Je pense honnêtement, ouais, Ouais. ça me paraît plus simple. Et puis aujourd'hui, il y a peut-être aussi des histoires. Alors ça, j'y connais un petit peu moins, mais il y a peut-être aussi des histoires de bots dans les marchés financiers qui peuvent essayer de trouver un peu des failles de marché, des trucs comme ça. Je sais pas toi si tu connais un petit peu ce genre de manipulation ou quoi, mais potentiellement que ça pourrait exister. Du coup, c'est vrai que voilà, comme tu dis, pour un particulier qui a pas forcément les bons outils d'analyse, etc., c'est compliqué quoi. Faut le faire. Faut le Et il n'y faire. a pas trop de bots maintenant, surtout Ouais. avec depuis l'arrivée des ETF et tout ça. Ah ouais. Les marchés sont beaucoup plus efficients. Mhm. Ça a mis à l'amende, par exemple, pendant un bon moment, les stratégies des fonds d'investissement, c'était de faire de l'arbitrage sur les options. C'est-à-dire qu'il y avait certains moments où il y avait un pic de volatilité ou des choses comme ça, donc l'option était mal pricée. Ok. Donc, la probabilité était que tu gagnais, ton espérance de gain était supérieure avec grâce à ça. Maintenant, c'est tellement bien développé, les algorithmes sont tellement puissants et rapides que même ça, c'est quasiment plus possible à faire. Mhm. Manipulation de marché, c'est vraiment un truc, moi, j'ai du mal à y croire. Ouais. Ok. J'ai du mal à y croire. Peut-être sur certaines boîtes, mais ça va être des micro-caps. Ouais, Ça ouais. va être des boîtes avec une capitalisation tellement faible que j'ai pas envie de dire un particulier n'a rien à faire là-dedans, Ouais. mais Ouais, voilà quoi. parfois même On peut-être va des dire, mêmes il stocks, va des trucs comme y ça. avoir par ça, il va chercher. Hmm. Peut-être parfois des mêmes stocks style GameStop ou des trucs comme ça, ou parfois il peut y avoir peut-être ce genre de manipulation aussi. Ah, Même pas. de la manipulation, Ouais. GameStop, c'est juste que tout le monde s'est mis à acheter en même temps. Ouais. Ça c'est sûr. La manipulation, ce serait une banque ou un truc comme ça qui décide de short avec des leviers énormes pour pousser à la vente, Ouais. pour ensuite juste avoir un meilleur prix d'achat. Mais donc, ça va pousser à la vente de 10% pour repartir très rapidement de 30% dans la même Ouais. journée. Donc ce serait ok. Ce genre de truc, ça, c'est de plus en plus rare et ça peut se Ouais. faire que sur des petites boîtes, surtout avec les liquidités qu'il y a et tout ça. Ça peut se faire que sur des petites boîtes et tout. Et puis même, honnêtement, c'est plus une perte de temps d'essayer de chercher ça qu'autre chose, quoi. Ouais. C'est clair. Surtout comme tu le disais, voilà, pour un particulier, c'est compliqué. Ouais. Je suis curieux, c'est quoi ta thèse, toi, d'investissement, du coup, sur Adobe? Hmm. Alors, Et moi, toi qui Adobe, es dessus? j'aime beaucoup les fondamentaux déjà, ça c'est clair. Mais bon, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le business peut être plus compliqué. Je vais te ressortir un petit peu le dossier d'Adobe également, comme ça je pourrais t'en parler un peu. Mais en gros, c'est une entreprise voilà, qui répond à mes fondamentaux, à ma checklist. Je la trouve relativement sous-évaluée, d'à peu près, voilà, on va dire une marge de sécurité de 5, 10%, 15%. Voilà, sachant que Ok. je pars sur des valorisations assez faibles, je dirais potentiellement un multiple dans 10 ans d'à peu près 20 fois le price to free cash flow. Donc pas non plus Ouais. un multiple exceptionnel, surtout par rapport au passé d'Adobe. Et une valorisation, enfin une croissance pardon, du free cash flow d'à peu près 8%, ce qui serait selon moi assez faible par rapport aussi à l'historique actuel. Et puis également aux performances qu'ils font encore actuellement, hein. Les 2 derniers trimestres de Adobe, c'est plus 11% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Ça me semble relativement correct. Après, voilà, comme tu disais, ça peut être ce côté où potentiellement
Adobe a peut-être ce business qui n'a pas le moat suffisant, mais qui continue voilà, de réussir à ne pas se faire disrupter, peut-être. Ouais. Et puis après, il y a tout aussi le contenu numérique. Pour moi, c'est vraiment une méga tendance qui est ultra importante et qui va perdurer au fur et à mesure du temps. Et je trouve qu'Adobe est extrêmement bien positionné là-dessus. Donc voilà, moi je trouve que on se fait plus de peur que ce qu'il y en a réellement pour cette entreprise-là. Voilà, souvent j'entends Adobe va se faire disrupter par l'IA, etc. En attendant, c'est vrai qu'ils ont les moyens, ils ont la capacité aussi de générer de grosses IA. Ils le font déjà avec notamment Firefly et Sensei. Donc voilà, Ouais. pour moi, il y a quand même quelque chose à faire derrière Adobe. Et du coup, l'avenir nous le dira. Mais voilà, ils sont aussi sur le CRM également, comme Salesforce par exemple. Donc ça aussi, c'est un bon petit secteur porteur que j'aime bien et qui peut potentiellement générer de beaux bénéfices et de beaux revenus, surtout s'ils intègrent l'IA, etc. là-dedans aussi. Donc voilà, ma thèse aujourd'hui, c'est vraiment l'entreprise qui potentiellement subit une concurrence un peu plus élevée. Ça me paraît logique. Mais par contre, qui est Ouais. bien positionnée pour continuer de surfer sur cette vague et voilà, réussir à avoir une belle performance comme son marché, on va dire, comme son Et secteur. aujourd'hui, pourquoi une entreprise, par exemple, utiliserait les services d'Adobe et pas d'un concurrent? Pour moi, c'est vachement sur ce côté switching cost avec voilà, des coûts de changement très complexes parce que l'entreprise, elle doit avoir des capacités justement pour faire son fameux contenu numérique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'Adobe, ils ont c'est 90% de part de marché, par exemple, sur Creative Cloud. Donc c'est quand même assez élevé. Le Creative Cloud, c'est tout ce qui est les outils de création, style Photoshop, etc. Donc Ouais. 90% de part de marché, c'est quand même assez sympa. Ça pourrait être une part de marché qui diminue au fur et à mesure du temps. Ça me semblerait possible, clairement. Mais à côté de ça, je pense que la croissance de ce secteur est tellement élevée. Hein, on est plus sur du 12-13% sur, on va dire, les 5 prochaines années à peu près. Du coup, je me dis que voilà, ça peut être quand même un bon business. Et puis j'aime bien ce côté où ils ont vraiment l'écosystème qui est fluide, ils ont plein de petites touches différentes. Tu peux avoir du Photoshop, tu peux avoir du Premiere Pro, tu peux avoir plein de trucs comme ça. Et voilà, adapter un petit peu les prix suivant tes envies, tout simplement. Voilà, suivant tes besoins également. Donc je pense qu'une entreprise qui aujourd'hui a besoin justement d'une boîte, elle peut se tourner sur Adobe parce que justement c'est la référence du secteur. Et je pense qu'elle le restera pendant encore longtemps. Si c'est le cas, pourquoi alors elle se tourne vers d'autres solutions? Comme par exemple le CRM, c'est ça que tu disais? Quasiment pour Ouais. tout ce qui est créatif et tout ça maintenant. En tout cas, les startups et tout ça, Mhm. le problème d'Adobe, c'est que ils ont une part de marché qu'ils sont en train de perdre. Ouais. Avec les nouveaux entrants sur ce marché, ne prennent pas Adobe en tant que client. Mm. Ne vont pas chez Adobe. Ils Ouais. vont chez quelqu'un d'autre. Alors ça, j'aime bien aussi, il y a un truc que fait Adobe, c'est d'aller chercher des étudiants. Aussi, ça j'aime beaucoup. OK? Ils vont chercher des étudiants potentiellement. Donc moi j'avais noté 30 millions d'étudiants quand même. Tout ce qui est Ouais. Royaume-Uni, Inde, tu vois, dans ce genre de pays-là. Et ils vont vachement les former sur les produits et en adaptant aussi Ouais. avec le futur de l'IA et tout. Donc je pense que ça peut être aussi quelque chose de très intéressant pour l'entreprise. Parce que quand tu as ton logiciel Adobe que tu sais gérer, sachant qu'Adobe fournit quand même des très bons services, je trouve, enfin des très bons produits, on va dire, Ouais. je me dis que voilà, à côté de ça, t'as pas forcément l'envie d'aller ailleurs. Je pense notamment peut-être à Canva, à Figma ou ce genre de potentiels concurrents. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et je pense notamment, tu vois, on peut comparer à Microsoft. Microsoft aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de switching costs sur tout ce qui est la suite LibreOffice. Et pourtant, je trouve que Mhm. Excel et tout, c'est quand même c'est pas très fluide. Voilà, c'est compliqué d'utiliser les outils et pourtant ça C'est fonctionne pas bien. très fluide, mais il y a Mm. pas de concurrence. Non mais c'est ça. Après il y a le Google aussi Et qui surtout que ouais, Microsoft, le hardware, enfin pas le hardware, mais l'iOS. ouais c'est ça. Donc Excel, tu l'as quasiment Mm. de base automatiquement dans chacun des trucs. Ouais. Donc je suis d'accord sur le fait que ouais, le switching cost est présent, Ouais. mais l'avantage que Microsoft a, c'est que c'est pour ça qu'ils ont eu des procès antitrust et que Bill Gates a géré ça, quoi. Mais en gros, ils avaient quand tu achètes un ordinateur qui est un Windows, t'as quasiment, pas automatiquement Excel et tout, mais Quasiment. quasiment dedans. Ouais. Et c'est t'as pas de solution alternative. Tu vas avoir Google Sheet, mais c'est beaucoup moins complet qu'Excel. Mhm. Tu vas avoir celui d'Apple, mais on va pas en parler parce que c'est un peu ouais, quoi. C'est sûr. Donc c'est pas le même truc où Adobe, les gens doivent y aller
après, c'est vrai que le gros avantage, c'est que les gens sont formés à Adobe. Mhm. Adobe a fait un travail au niveau des universitaires. Donc, les gens sont formés à ça. Ouais. Mais on voit, par exemple, tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le domaine des startups, Mhm. tout ça, j'ai pu, ils me disaient que avant ils utilisaient Adobe, maintenant ils sont tous passés chez Figma. Ah ouais. Et il y a quasiment plus personne dans des gens avec qui j'ai pu parler et tout ça, Mhm. que vont naturellement chez Adobe. Ok. Quasiment pas. Donc c'est ça qui me fait peur. Mm. C'est le fait que c'est plus compliqué maintenant d'acquérir des nouveaux clients. Ouais. Après, leur produit est bon, Mm. on va voir ce que ça va donner. Les fondamentaux sont bons. À voir si la direction. Je pense aussi, j'aime pas trop les décisions de la direction. Je comprends pas pourquoi ils se focalisent pas plus sur le domaine enterprise, sur le Mhm. B2B. Je comprends pas pourquoi ils font autant de trucs pour le B2C et qu'ils se concentrent pas plus sur le B2B. S'ils se ressaisissent et qu'ils se concentrent sur le B2B, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à jouer, mais faut pas qu'ils s'en. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas forcément une action voilà, que tu élimines complètement de ta vision. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser si les décisions sont prises, si potentiellement tu te rends compte que le mot est réellement intéressant, etc. Non. Non? Et si tu avais eu par Même exemple avec le ça, parce que rachat de Figma? c'est je pense que c'est hors de mon cercle de compétences, Ok. dans la mesure où les choses sont globalement claires, mais j'arrive pas, au fond de moi, j'arrive pas à voir pourquoi il y a un mot. Ok. J'arrive pas à voir pourquoi quelqu'un irait sur Adobe et pas ailleurs. Alors, il y a ces petits éléments où on me dit, oui, bah, les étudiants sont tous formés à Adobe, donc c'est plus simple. Hmm. Ce que je comprends, c'est le switching cost. Ouais, si une entreprise commence à utiliser Adobe, potentiellement, on va l'utiliser pendant toute sa vie. Ouais. Mais les nouvelles entreprises qui arrivent, celles-là où j'ai du mal à les voir aller chez Adobe. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Et c'est là où j'ai du mal à comprendre pourquoi Adobe serait meilleur que les autres pour ça. Ok. Euh, mais c'est tout. Ça reste une bonne entreprise. Les chiffres sont très bons. Une personne qui arrive à bien comprendre le mode, bien le saisir et qui est convaincue que ce mode n'est pas en danger, Ouais. qui n'est pas sur une pente descendante, ça peut potentiellement représenter une opportunité, effectivement. Hmm. Et justement, comme je te le disais, si l'entreprise avait réussi en 2023 ou 2024, je sais plus exactement, à racheter Figma, est-ce que là, par contre, tu aurais tout de suite eu cet investissement dans Adobe potentiellement? Parce que je sais Je qu'il y a l'aurais pas beaucoup de eu gens parce que sur le même YouTube maintenant, je Finance qui me sais disent ça. qu'elle n'est pas sous-évaluée. Ok, Mais après, avec Figma, ça aurait potentiellement été différent. ok, Parce que s'ils avaient pu avoir ce truc, je pense qu'ils auraient eu une mainmise beaucoup plus grande sur le marché. ouais. Après, bien sûr, je me souviens plus des prix qui avaient été annoncés pour C'était Figma. 20 milliards. Quand même Ouais, donc 5 milliards, assez solide. c'était bien, c'était pas trop cher. Ouais. Ça me semblait pas mal. Mm. Ouais, je pense que peut-être que le mode pour moi, aurait été plus intact s'ils avaient acquis Figma. Ok, ouais, ça S'ils aurait avaient été pu passés. empêcher de les disrupter un Ouais, petit c'est peu. pour ça d'ailleurs que ça a été bloqué. Hein. Ouais, Parce qu'ils ont été trop monopolistiques. Donc, ouais, pour ça absolument. que ça a été bloqué. Mm. Ouais. Il y a aussi un truc, je pense que ce sera la dernière chose qu'on pourra dire sur Adobe. Ce que j'aime bien, c'est que souvent, quand on entend un petit peu les analyses Adobe, etc., on entend beaucoup le problème de l'IA. Comme je te disais, moi je trouve qu'ils sont bien positionnés, etc. Ouais. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'ils créent des partenariats avec des potentiels concurrents comme ChatGPT ou quoi que ce soit. Ils utilisent leur puissance d'IA pour les intégrer à leur business. Donc ça aussi, je trouve ça assez intéressant. C'est ce qu'on pourrait donner comme justification quand quelqu'un me dit que l'IA, ça va totalement les disrupter, qu'ils n'arriveront plus jamais à faire de chiffre d'affaires à cause de ça. Mais après, voilà, on va dire que c'est plutôt la partie, comme tu disais, nouvelles entreprises qui peut potentiellement poser problème. Ça, c'est sûr. Non, pour l'IA, je suis pas d'accord. Je pense que Adobe est bien positionné pour en tirer profit. Mm. Bien sûr, ils peuvent toujours faire une connerie Ça, c'est sûr. et se faire avoir et Ouais. pas en tirer profit. Mais non, moi, je suis pas inquiet pour l'IA, pour Adobe. Je pense même que l'IA peut être, s'il exploite bien, ça peut être un facteur de croissance. Ouais. Ça peut les aider. Mais le disrupter, ça peut arriver, mais c'est Ouais, pas bien ce qui sûr. m'inquiète. Mm. Oui, de toute façon, Pas du tout ce qui avec m'inquiète. plein d'entreprises aujourd'hui, ça pourrait clairement arriver. Ouais. C'est clair. Ouais, ouais, ouais. Mm. Pour ce qui est de tes convictions à toi, est-ce que tu as aujourd'hui dans ton portefeuille des grosses convictions ou peut-être même dans ta watchlist des entreprises où tu te dis Mhm. tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là qui pourrait être intéressant et que tu Ouais. pourrais acheter potentiellement si la valorisation était plus intéressante ou quoi que ce soit? Ma grosse conviction, c'est Amazon. Ok. C'est un poulpe tentaculaire, c'est un
le truc. Et, c'est vraiment, disons que c'est l'entreprise pour moi qui représente le mieux l'entrepreneuriat et le business. C'est vraiment cette mentalité du client est roi, la vision à long terme pour créer de la valeur, d'essayer de faire les choses bien. Donc forcément, il y a toujours des moments où c'est moins bien, mais C'est sûr. essayer de faire les choses bien, ça veut faire les choses bien sur du long terme. Ça s'intègre dans différents marchés de façon intelligente. Amazon, c'est vraiment l'entreprise, je pas envie de dire parfaite, parce qu'ils ont quand même mis du temps avant de mettre des chiffres qui soient intéressants pour les actionnaires. Ouais, bien sûr. Maintenant, avec Andrew Jassy, qui est CEO, il a un focus qui est quand même beaucoup plus axé sur les actionnaires. Alors, Jeff Bezos aussi voulait créer de la shareholder value, mais c'était plus grâce à de la croissance long terme. Là, Andy Jassy, lui, veut des chiffres qui vont plaire aux actionnaires. Ils vont augmenter, ils sont très très bien placés sur tout. Pour moi, ils sont bien placés sur beaucoup de secteurs de méga tendances. IA, robotique, ils sont extrêmement bien placés. Je pense que c'est eux déjà qui en tirent le plus profit déjà maintenant. Ils commencent à remplacer les humains par des robots. Ils ont déjà commencé à mettre tout ça en place pour gagner en marge, pour gagner en productivité. Donc, pour moi, l'avenir est radieux pour Amazon. L'entreprise Amazon, ouais, je vois. Voilà. Et au niveau de la valorisation, donc moi actuellement, je suis pas du tout sur Amazon. Je pense que ça pourrait être une entreprise qui m'intéresse parce qu'il y a cet aspect, comme tu disais, de rentabilité supplémentaire qui arrive. Ils font vraiment attention à garder cette croissance, mais tout en ayant des chiffres beaucoup plus intéressants. Est-ce que toi, pour quelqu'un qui n'a pas encore du Amazon, tu pourrais trouver une sorte de prix d'achat intéressant potentiellement ou un potentiel de croissance par rapport aux prochaines années? Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'achèterais pas Amazon, je la trouve trop chère. Mais en même temps, peut-être que toi, à l'inverse, tu la trouves pas si chère que ça au vu de tes convictions. Non, moi, je la trouve pas si chère que ça, Amazon, à l'heure actuelle. Surtout au vu comment ils sont positionnés. Surtout quand tu compares, on va dire, comment les autres valorisent, comment la robotique est valorisée pour d'autres boîtes comme Tesla et tout ça. Et tu vois comment elle est valorisée pour Amazon, c'est ridicule. Alors que Amazon gagne déjà de l'argent grâce à ça, parce que ça leur permet d'améliorer leur marge, alors que Tesla, c'est des promesses que peut-être on va gagner de l'argent, etc. Mais qu'il n'y a rien de pratique, il n'y a rien de fait. Ils sont tout le temps en train de repousser les projets parce qu'ils sont pas capables de le faire correctement. Donc, à l'heure actuelle, moi, je trouve qu'Amazon est plus ou moins une fair value. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous-évalué à mort. Je trouve qu'en dessous de $225, c'est une valo qui est convenable pour Amazon. Qui est plutôt convenable. Donc aux alentours de 220, tu m'as dit? Ouais, 220, $225. On est à 220. On est à 219, 220. Ok, donc ce serait potentiellement un business qui, par la suite, pourrait prendre un peu plus de valorisation qu'à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, tu le trouves quand même relativement intéressant, quoi. Ouais, pour moi, avec ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils sont capables de produire et tout ça, pour moi, ça fait partie des entreprises qui, je pense, dans 10 ans, seraient la plus grosse entreprise du monde. Ok, ce serait possible, ouais. C'est ce que tu avais fait une vidéo justement dans ton classement, ouais. Ouais, je pense vraiment qu'Amazon a de quoi être vraiment top du monde. Ils sont partout dans le monde. Enfin, ils sont pas partout dans le monde, mais ils sont quand même très bien implantés. Ouais, dans plein de gros secteurs. Ils sont dans plusieurs méga tendances. Ils sont dans la méga tendance des données, donc les data centers. Ils sont dans la méga tendance de la robotique. Potentiellement, ça m'étonnerait pas que bientôt ils soient dans la méga tendance des infrastructures énergétiques. Ouais. Maintenant, ils construisent leur propre puce, ils font leur propre puce IA. Donc, ils vont potentiellement dégager Nvidia et tout. Pas dans l'immédiat, mais d'ici 5-10 ans, c'est possible parce qu'ils ont déjà 30% d'efficacité par rapport à de coût efficacité. C'est mieux de 30% par rapport aux puces Nvidia. Google fait pareil. Donc, je pense que oui, Amazon est très très bien positionné. Ouais. Et ils ont, je crois, 3 business à plus de 100 milliards presque de CA. Ouais, ok. Il y a quand même quelque chose à aller chercher à côté de ça, quoi. Ouais. Eh ben écoute, pour tes plus grosses convictions dans ta watchlist maintenant, est-ce que tu as vraiment une action qui pourrait t'intéresser? Dans ma watchlist, en particulier, ce que j'aimerais bien avoir, il y a Visa, Mastercard. Ok. J'aimerais bien avoir, mais j'ai pas un prix intéressant. Ouais. J'ai également Global que j'aimerais bien aussi avoir, mais pas un prix intéressant pour le moment. Ouais, pareil, ouais.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je t'ai souvent entendu parler de LRCX, Lam Research. Ouais, mais ils sont pas dans ma watchlist, je les ai en Ok, portefeuille. d'accord, dans ton Je portefeuille, les je ai, savais j'en ai pas. profité pendant, je les ai achetés pendant le truc, la volatilité Ouais, Trump, là, en mars-avril. J'ai également Arista Network, je suis dégoûté, je les ai loupés pendant la ouais, volatilité. Ils auraient dû mettre un ordre limite pour faire la transaction automatique. ouais, Je l'ai pas fait, c'était une erreur de ma part. J'ai fait une erreur d'omission. C'est con, il y avait vraiment un prix intéressant, surtout avec des grosses marges de sécurité. ouais. J'ai pas saisi l'opportunité. Donc là, j'ai envie de dire. J'ai fait exactement la même chose. Arista Network, je l'ai découvert vraiment juste avant de subir cette grosse volatilité là de Donald Trump avec les tarifs. Et Ouais, je me suis dit, ah, je connais pas le business, non, j'ai pas envie, machin. Et au final, c'est remonté et j'ai fait, bon, et ben maintenant que je connais le business, j'aurais dû. ouais, bah moi c'est l'inverse, je connaissais le business, Ouais, c'est juste que j'ai été greedy. Je me suis dit, ah non, il y a encore la panique, je peux l'avoir encore 10% moins cher. ouais, du coup, Et, un petit peu plus. des conneries comme ça, quoi. Et Ça ça a arrive, été. malheureusement, ça arrive. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, après j'ai MedPace à moitié dans ma watchlist, à Ouais. moitié pas. Parce que j'ai pas encore suffisamment étudié le truc pour Mhm. savoir si ça m'intéresse ou pas, s'ils sont capables de récupérer s'ils sont capables de regagner de la croissance. Ouais. Et j'ai Texas Pacific Line dans la watchlist. Mhm. Et Qui vendent la des terrains, c'est bien dernière, ça? Je crois que c'est quelque chose comme ouais, ça, c'est du l'entreprise. terrain comme ça, Ouais, le bassin Permian. ouais, ouais. Et j'ai AutoZone aussi en watchlist avec O'Reilly Mhm. et Fortinet. Ok, donc que des entreprises que tu abordes fréquemment quand même dans tes vidéos pour justement Ouais, donner ouais. Après, quelques j'ai aussi, actualités, etc. Ouais, pour les Européens, j'ai aussi Hermès et Ferrari en watchlist. ouais, le grand luxe. Ouais. J'ai fait une analyse là récemment de LVMH. Qu'est-ce que toi t'en penses de cette, on va dire, grosse baisse Pour moi, le VMH est Ouais, trop cher encore aujourd'hui. c'est exactement ce que je disais ouais, dans ma vidéo. Malgré la baisse, pour moi, le LVMH, une valo qui serait intéressante, ce serait pour les plus téméraires, autour de 400 balles. Autour des 400, ouais, c'est ce que j'imagine également. Aujourd'hui, en plus, on a repris des gros pourcentages là récemment. On est cassé à Ouais, 10, 487. 10% en une Ouais, semaine, là. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, on était au plus bas à 437. Bon, moi j'ai eu à peu près le même truc. Je me suis dit, au vu de la croissance passée, bon, on pourrait se dire que ce serait correctement valorisé, mais je crois pas que l'entreprise puisse avoir une croissance aussi élevée à potentiellement 10%, 11% ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai du mal avec Ouais, ça. ouais, ouais. Je pars plus du Ils principe sont sur le que. même niveau qu'en 2021, quoi. Ouais, 5 ans sans croissance. ouais. J'ai eu une explosion en 2021, Mm, comme tout le luxe, quoi, une explosion. mm. C'est vrai que je suis pas convaincu qu'ils arrivent à avoir la. Parce que si on regarde la croissance de l'entreprise et qu'on enlève 2021, par exemple, on se retrouve ouais, avec du. C'est pas pareil, quoi. On se retrouve avec on se retrouve avec des trucs un peu plus tranquilles, quoi. Ouais, avec des Pas performances aussi pas élevé. exceptionnelles. C'est vraiment là, le dernier truc qui a envie d'avoir Mm. une grosse croissance. Ouais, ouais, c'est clair. Totalement d'accord là avec toi pour le coup. Compliqué Mais d'avoir, je pense, ouais, du LVMH aujourd'hui. Il faudrait vraiment que la croissance reparte à un rythme qui me paraît assez fou. Sachant que même ouais. Bernard Arnault et toute la direction, on va dire, de LVMH dit qu'on assiste simplement à une normalisation. Donc, bon, c'est compliqué de se projeter dans le futur avec ce genre de chiffres-là. Ouais, bah, c'est pas une boîte qui disparaîtra, hein. Ouais. Et Ouais, c'est pas un mauvais investissement pour les francophones, tout ça. C'est juste, faut toujours garder en tête que moi, je pars du principe que je veux surperformer les indices. ouais, c'est ça. Mm, Et donc, quand j'achète pas une boîte, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. mm. Ça veut dire que j'estime qu'elle ne me permettra pas de surperformer les indices. Ouais, Ça ne veut pas dire que vous ne feriez pas votre 8% par an avec LVMH ou que ce soit pas un bon investissement pour vous. absolument. Euh, ça ne me permettra pas d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Ouais, ouais. C'est vraiment une action que tu peux avoir en fond de portefeuille, mais pas pour battre le marché, pas pour. Enfin, j'estime pas en tout C'est cas ça. que tu puisses battre le marché avec ça aujourd'hui, ça c'est sûr. Je- Ouais. J'ai du mal. À part si justement il y a ce côté c'est LVMH, c'est la boîte, mais du coup ce sera plutôt de la croissance des multiples de valorisation plutôt que vraiment des fondamentaux qui augmentent quoi. Ouais, mais même avec les multiples de valorisation, Mm.
même si on le met, allez, on va chercher du 20, Ouais, pour une boîte qui grossit de 7% par an, du 20, c'est quand même assez généreux. ouais, Ça fait du $400 de fair value, quoi, plus ou ouais, moins. c'est ça. C'est vraiment. Je pense que de base, je me serais pas posé la question d'acheter LVMH en dessous de 420, je pense, de base. Après, en Ouais, dessous ouais, de ouais. 420, ok, faut voir un petit peu, rentrer dans le business, voir si c'est possible ou pas que ça recroît un petit peu. Mais sinon, ouais, ça paraît compliqué, ouais. Ça paraît compliqué. Ouais. Aujourd'hui, dans ton portefeuille, du coup, tu as 11 actions différentes. Est-ce que Oui. dans ces 11 actions-là, tu as une certaine diversification particulière? Est-ce que vraiment tu assembles tout ce portefeuille-là pour qu'il soit bien diversifié en règle générale dans différents secteurs, différentes potentiellement géographies aussi? Ou est-ce que c'est juste des belles actions que tu achètes parce que tu trouves que le mot est intéressant, les fondamentaux sont exceptionnels et puis ça fera le petit bonhomme de chemin que ça fera, quoi. Alors, j'ai de la diversification. C'est Ouais, pas forcément l'objectif d'être diversifié. Alors, bien sûr, je veux juste pas être que de la tech ou que de la santé ou peu importe. Donc, j'ai quand même un petit peu de diversification par rapport à ça, mais euh, ce qu'une erreur que je vois beaucoup de personnes faire, c'est de se forcer à diversifier alors qu'il n'y a pas d'opportunité. Juste parce qu'on leur a dit ou ils se sont dit, il faut que je sois dans tous les secteurs, c'est moins risqué. Tu prends par exemple l'entreprise comme Amazon aujourd'hui, la boîte en elle-même est diversifiée. ouais. Parce que tu as l'e-commerce, tu as le cloud, tu as les revenus publicitaires, tu as la santé, tu as l'alimentation, tu as, les puces IA, tu as la robotique, tu as les taxis bientôt, Mm. donc tu as Amazon Prime, donc tu as les films et tout. Donc tu es déjà quand même, rien qu'avec cette boîte, tu es quand même déjà, la boîte est Ouais, diversifiée. t'as déjà beaucoup de Beaucoup de gens se diversification. disent, bah non, moi j'ai Amazon, je suis pas diversifié. Bah si, avec Amazon, tu as une certaine Mm. diversification. Moi, une personne, c'est comme une personne qui dit, j'ai un ETF S&P 500, donc je suis diversifié. Bah, si tu considères que tu es diversifié avec un ETF S&P 500, tu devrais considérer que tu es diversifié avec Amazon, parce que avec un ETF S&P 500, tu as remis ton argent dans un ETF Mm. qui, lui, devrait faire business. Là, Amazon, il y a plein de business derrière. Ouais, Donc, je ne vais pas chercher forcément une grande diversification dans tel secteur. Mais après, je vais avoir une diversification. J'ai la majorité du portefeuille aux US. mhm, J'en ai une petite partie également en Europe et en Chine. J'ai rien en France, ouais, vraiment rien en France. Et ensuite, bah, ça va être diversifié par le fait aussi que c'est des multinationales. ouais. Ok, donc de base, Multinationales. évidemment, ça vend partout dans le monde, ça a des clients qui consomment énormément dans chaque pays du monde, dans différents Exactement. secteurs, etc. Ouais, je vois Et ça. après, j'ai pareil, j'ai des portefeuilles dans différents secteurs, que Ouais, ce soit du financier, du plus lié pour l'énergie, plus du voyage, du semi-conducteur, de consommation plus ou moins courante, etc. ouais. J'entends souvent d'ailleurs cette erreur-là, en règle générale, de diversification, justement, où tu vas avoir des gens qui vont partir sur un truc de la tech, une boîte dans la finance, une boîte dans l'énergie, une boîte dans machin. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Aujourd'hui, si t'as pas d'opportunité dans l'énergie, bah tant pis, tu passes ton chemin et tu trouves une autre entreprise ailleurs, quoi. Mais voilà, cette fameuse Exactement. diversification sectorielle que tout le monde recherche, voire même des fois géographique, il y a des gens qui se disent, principalement des gens qui investissent sur ETF d'ailleurs, c'est j'ai un ETF S&P 500, j'ai un ETF Stock 500, 600 pardon, et un ETF Emerging Market. Bon, au final, il y a une diversification qui est quand même étrange, parce que juste avec certaines entreprises, comme tu disais, potentiellement Ouais. américaines ou autres, tu peux vendre un peu partout dans le monde, tu peux profiter de la hausse de tous ces pays du monde, de la consommation en règle générale. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis plutôt d'accord, en effet. Et après, bon, la diversification, encore une fois, on en revient toujours à la question fondamentale, c'est quel est l'objectif du portefeuille. Ouais, Quelqu'un qui veut un portefeuille stable avec des dividendes, je vais dire oui, diversifie-toi, sois positionné dans tous les secteurs, ne surpondère pas. Quelqu'un qui veut de la surperformance, en règle générale, il y a certains secteurs qui vont être surpondérés parce qu'il y a certains secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, tout ouais, simplement. C'est-à-dire aujourd'hui, une boîte industrielle va pas grossir comme une boîte tech. c'est ça. Donc forcément, tu peux pas les pondérer de la même façon. Ouais. Et notamment la tech qui est très performante en plus en ce moment, donc enfin Et ces surtout de la dernières tech et années. de moins en moins de la tech. Ouais, Et quand tu vois les géants tech qui sont sur tous les fronts, ouais, oui, il y a de la tech au final, mais il n'y a pas que ça, quoi. ouais, c'est clair. Il y a vraiment une belle diversification dans ces grosses boîtes-là.
Et d'ailleurs, Ouais. juste analyser aujourd'hui du Amazon, du Microsoft, ce genre d'entreprise-là, c'est compliqué. Parce qu'il y a tellement de petites branches, de petits trucs comme ça qui font qu'il y a des croissances par-ci, il y a des croissances par-là. Ouais. C'est compliqué, mais en même temps, c'est peut-être ça aussi, on va dire, la clé de leur réussite. C'est qu'ils sont sur plein de petits trucs par-ci par-là qui peuvent leur permettre de rapporter beaucoup d'argent, quoi. Ouais, c'est Notamment clair. Google, par exemple, avec leurs véhicules autonomes. Comment c'est déjà? C'est C'est Waymo. Waymo. Voilà, Waymo qui a une belle croissance. Ça représente encore rien pour Google, mais tu vois, c'est des petites choses comme ça. On peut se dire, tiens, peut-être que pour le futur de la boîte, ça pourrait être intéressant. Et effectivement, comme tu le disais, Amazon, ils sont très bien positionnés sur plein de petits trucs par-ci par-là aussi. Donc, Ouais. ouais, c'est une belle boîte en règle générale, en effet. Non, non, clairement. Mm. On a parlé de certains potentiels achats, de certaines actions que tu avais en portefeuille, etc. À l'inverse, est-ce que tu as peut-être des actions que tu aimerais vendre dans ce portefeuille de 11 actions ou c'est vraiment des actions que tu vois sur le long terme? Pour le moment, j'en ai aucune que j'aimerais vendre. J'en avais une que j'aurais aimé vendre, mais je l'ai vendue le mois dernier. Ok. Donc, j'ai pas d'action particulière là dans ce que j'ai. Mhm. J'en ai pas que j'aimerais particulièrement vendre. Certaines ont des convictions bien forcément Ouais. plus élevées que d'autres. Là, c'est en train de regarder, mais j'estime que toutes là, elles sont bien. Elles sont à des prix intéressants. Elles sont pas survalorisées suffisamment pour que ça justifie une Ouais. vente. Ou elles n'ont pas une direction qui est prise le management qui est mauvais, qui justifierait une vente. Mhm. Donc j'ai pas ça pour le moment. J'en ai une ou deux qui sont plus ou moins sur la sellette, donc qui sont si le management ne réagit pas correctement dans les 2-3 prochains trimestres, ça risque d'être vendu, mais c'est sans plus. Ok, ça reste voilà, des décisions à prendre sur du moyen terme quand même. Là, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te donne envie de vendre. En particulier, tu Non. as tes petites actions tranquilles. Ouais, ouais. Et donc, toi, quand Toi, est-ce que je te tu... Ouais. recommande, j'imagine, avec deux entreprises, Ouais, t'es pas moi encore. c'est voilà, moi c'est plus compliqué. En plus, c'est un tout nouveau portefeuille, donc voilà, il a à peine 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est un petit peu les débuts. Après, évidemment, je fais comme si j'avais une vingtaine d'actions, hein, donc je continue de suivre leur actualité, de suivre un petit peu comment ça se passe, de voir si, comme tu disais, les décisions du management sont bonnes, si la valorisation est pas trop élevée quand ça explose ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, pour l'instant, c'est pas le cas, ça c'est sûr. Donc toi, en règle générale, quand est-ce que tu vends du coup tes actions? C'est vraiment uniquement valorisation ou management ou est-ce que tu as d'autres possibilités de vente, on va dire, en règle générale Non, Valo, management, Ouais, et j'aurais plutôt tendance à dire management et ensuite Valo. ok, C'est- D'abord, est-ce que le management gère correctement ou pas l'entreprise? S'il commence à pas gérer correctement l'entreprise, s'il commence à parler chinois dans leurs rapports et tout ça, d'abord, je vais commencer à mettre un carton jaune parce que je me dis, OK, on peut avoir un trimestre ou deux où ça va moins bien et qu'on sait pas trop, etc. Mais si je vois que ça commence à durer trop, ça dégage. ouais, Et la deuxième, la valo, c'est si on est sur des valos qui sont indécentes. C'est pas si on est un peu survalorisé, c'est si on est vraiment sur des valos qui montent à 80, 90 fois, 70 fois les bénéfices. Et là, effectivement, je vais considérer une vente. ouais, ok. Donc c'est notamment peut-être pour ça que Medpace à l'heure actuelle, tu l'as pas forcément en portefeuille slash watchlist. C'est parce que tu as ce côté-là où le management n'est pas super précis sur comment ça va se passer par la suite, peut-être. Comment tu as du Euh, mal peut-être à te faire une... Juste que je suis pas sûr d'avoir la connaissance suffisante sur ce marché, Ouais, savoir si ça va être bon. Non, le management sur MedPay, c'est très rassurant. Il a l'air de bien comprendre ce qu'il fait. ouais, C'est juste, est-ce que, est-ce que le marché sera vraiment porteur? ouais. Ça, je ne sais pas. Et c'est ça que je ne sais pas. Est-ce qu'ils arriveront à gagner des parts de marché, à continuer de grossir? C'est là où j'ai pas envie de dire des doutes, mais où je suis pas sûr. Donc, étant donné que je suis pas sûr, je préfère ne juste pas investir. Ok. Et Donc je ouais, pour comprends que les l'instant. gens pensent que c'est une bonne boîte. Tu vois, si je devais choisir entre MedPace et Adobe, je pense que ce serait plus simple pour moi d'aller sur MedPace. Ok, plus simple ouais, là-dessus. Moi j'aime bien le côté, on va dire, plus scientifique que commercial chez Medpace. J'aime beaucoup ça. Alors Ouais. je sais pas à quel niveau on va dire, d'analyse tu as analysé le business, mais j'avoue que j'aime beaucoup ça. Ce côté où ça va pas chercher le volume mais la qualité des tests. Donc voilà, moi c'est plutôt là-dessus justement que je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire.
Après, Ouais. par contre, on n'est pas du tout sur un leader, hein. On est sur une boîte qui doit avoir 5 ou 7% de part de marché dans un secteur qui est pas si énorme que ça pour l'instant. Donc c'est sûr que ça reste quand même un petit peu dangereux. Et puis il y a quand même pas mal de gros concurrents, hein. Il y avait Thermo Fisher avec sa filiale PPD, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y avait Canvia ou quelque chose comme ça, une autre entreprise un peu dans ce style-là. Donc ouais, il y a quand même de grosses boîtes à côté qui font des beaux chiffres d'affaires là-dessus et qui Ouais. pourraient potentiellement mettre à mal Medpace. Mais je pense qu'ils sont également voilà, bien positionnés pour poursuivre là-dedans. Donc affaire à suivre, quoi, clairement. Ouais, non, ils ont l'air plus ou moins bien positionnés. Mais ouais, j'ai pas la profondeur de marché suffisamment développée pour savoir à quel point ce serait une opportunité ou pas. Ouais. Après, la santé aussi, c'est compliqué, hein. La santé, en règle générale, c'est un Ouais. secteur qui est dur à chercher. C'est casse-gueule. Ouais, c'est C'est ça. casse-gueule. C'est ça. Ça peut être compliqué, ça peut rapidement partir un peu en cacahuète, en vrille. Mhm. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que perso, tout ce qui est Johnson Johnson ou quoi, même des entreprises plus qualitatives que ce genre de boîte-là, moi personnellement j'évite. Parce que on pourrait parler notamment peut-être de Novo. Novo, est-ce que tu l'as en portefeuille peut-être? Ouais, j'ai un portefeuille. Ouais. Ok. Moi j'avoue que j'ai des difficultés avec ce genre de business justement parce que faut aller chercher peut-être les brevets, les trucs comme ça. Donc je sais pas toi ce que tu peux m'en dire là-dessus. Avec Nouveau, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple à analyser que les autres parce qu'ils font Ok. qu'une chose, ils font du diabète. Ouais. Donc c'est plus simple, il n'y a Donc, pas plein de petites branches. genre, bon, il y a les IMA sont sur la méga tendance du marché de l'obésité. Mais on va pas se mentir, en règle générale, les gens qui ont un diabète de type 2, c'est des obèses. Ouais. C'est rarement des gens qui sont athlétiques, qui ont un diabète de type 2. De type 1, c'est différent, parce que là, c'est autre chose. Un diabète de type 2, c'est majoritairement dû à de la malbouffe. C'est deux marchés qui sont très liés. Euh, et donc, vu qu'ils font ça depuis, enfin, ça fait 30 ans qu'ils font que la même chose, Mhm. c'était plus simple à analyser. Ouais. Plus simple que ouais, Simple à effectivement. analyser, surtout qu'ils sont dans une position ultra dominante, etc. Mhm. J'ai trouvé que c'était intéressant, que c'était un deal très bon. Est-ce que c'est le genre de boîte que je garderai très longtemps en portefeuille? Je sais pas. Ouais. C'était surtout le genre de boîte où j'estimais que la valo était beaucoup trop faible par rapport à la boîte. Ouais. Et donc là, je sais pas si je garderai cette boîte 20 ans dans mon portefeuille, mais j'estimais que là, le prix valait l'entrée. Ouais, c'était. Je pense que au plus bas, alors je saurais pas dire précisément à quel niveau on était, mais je pense que ouais, le value play était assez intéressant. Je pense Ouais, honnêtement. on Ouais, est tombé, je crois, à 15 fois le PER. ouais. Pour PER une de boîte qui 15, prévoit 13 ou 15% de de performance, 15% par an. hmm. Pour une boîte ouais, qui prévoit des belles Il n'y a pas de croissances dette, encore, absolument. il n'y a pas de dette et c'est 15% de croissance quasiment sur le chiffre d'affaires, même pas Ouais. sur les bénéfices, Hmm. sachant qu'ils ont des marges qui augmentent. Ça va. Ouais, ouais. Ça peut être un beau value play comme tu dis, et puis affaire à suivre également hein, sur Novo Nordisk. Ouais. Toi, au niveau de tes critères aujourd'hui, comment, on va dire, quelle est ta journée type, on va dire, ou ta semaine type quand tu analyses une nouvelle action, en règle générale? Première chose, je vais regarder rapidement 5-6 critères pour voir si je veux passer du temps à analyser l'entreprise ou pas. Mhm. Donc ces critères, ça va être la croissance, comment le chiffre d'affaires a évolué au fil des années, comment les bénéfices par action ont évolué, comment le free cash flow. Je vais regarder la dette, est-ce qu'elle n'est pas trop endettée? Si l'entreprise est trop endettée par rapport à ses bénéfices, par rapport à son EBITDA, etc., ou son free cash flow, je dégage. Les critères pour moi les plus importants, c'est les retours sur les capitaux. Ok. Est-ce que l'entreprise est capable d'avoir des bons retours sur des capitaux ou pas? En fonction de ça, s'ils sont pas bons, en général, c'est direct carton rouge et Ouais. je cherche pas à comprendre. Et si ça c'est validé, je vais passer à l'analyse plus du business. Donc là, je vais aller rechercher des articles d'experts du sujet. Je vais essayer de trouver des interviews du CEO. Je vais aller regarder forcément les 10K, 10Q, Mm. les rapports trimestriels, les conference calls pour écouter ça, pour voir ça et bien comprendre le business. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, je vais regarder à quel prix c'est intéressant d'acheter. Ok. Donc le prix vraiment à la toute fin et les fondamentaux, on va dire, au tout début. Alors, je vais regarder rapidement le prix après l'analyse des chiffres, Ouais. juste pour avoir une idée de Ouais. est-ce que je la mets en priorité pour l'analyser ou pas. Ok. Je fais Parce que exactement la même chose sur ça. Ouais. Ouais. si l'entreprise est vraiment survalorisée à mort, Mm.
je vais me la mettre, ok, il faut que je l'analyse, mais ça presse pas. Si elle est proche d'une valo qui semble plus ou moins pas mal, là, pourquoi pas la mettre en priorité pour l'analyser. Ok. Donc vraiment, voilà, les fondamentaux, le business, puis la valorisation pour avoir le tout Ouais. bien compris. Ouais. C'est exactement ça, comme ça que je fais. C'est d'abord checker les fondamentaux pour pas perdre de temps. Comme ça, on enlève Mhm. les entreprises qui ont des mauvais chiffres. Et puis ensuite, checker un petit peu le business, la checklist évidemment de deux trois questions que je me pose sur le business. Comment est-ce que l'action pourrait réagir, etc. Et après, Ouais, évidemment, la valorisation pour terminer tout ça et potentiellement engager un premier achat, clairement. c'est ça. Ouais, non, très bien. Bon, est-ce que tu as potentiellement des dernières questions ou quelque chose comme ça? Des dernières questions. Quelle est toi ta Ouais, watchlist? Est-ce que tu as ouais. deux, trois boîtes là que tu surveilles de près? Alors moi je check en ce moment quelques entreprises. Alors faudrait que je les retrouve, comme ça au moins, hop. Bon, j'aurai peut-être pas là sur mon PC, mais en tout cas je vais le faire de tête. Moi aujourd'hui ce qui m'intéresse un petit peu, ça va être... alors j'ai Lam Research aussi qui m'intéresse pas mal, Ouais. principalement. Mais à comparer aussi, il y a Applied Materials. Donc voilà, potentiellement un choix entre les deux qui pourrait être intéressant. J'ai également du Salesforce aussi, qui m'intéresse pas mal. Les Ok. chiffres dans le passé sont vraiment pas bons, mais un petit peu comme Amazon, ils essaient voilà, d'amener de la rentabilité, d'amener de meilleurs chiffres. Donc j'aime bien Salesforce aussi, en plus qui est pour le coup vraiment leader dans son marché des CRM. Les chiffres de Salesforce sont bons. Sur quoi t'as... Si tu regardes, alors faudrait que je check un petit peu. Hop, hop, hop. Salesforce, si on regarde par exemple les fondamentaux, par exemple, voilà, donc la marge du free cash flow, par exemple, il y a 10 ans, on était à 6%. Tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse pas Tu regardes spécialement. sur quoi, quoi? Moi, je suis sur Macro Trends et après, je check aussi d'autres sites, j'ai notamment Ouais. Finance Chart ou quoi que ce soit. Toi, c'est quoi Euh, tes et- sites? Tu restes sur Magin? je suis avec Margin. Ouais, Nous, c'est il ça. y a 10 ans, la marge du free cash flow elle était à 14%. À 14%. Il Et si tu regardes celle d'avant ou celle d'après, peut-être? Peut-être que y a les 5 cours. ans, on était à 20% et à l'heure actuelle, on est à 32%. Oh, waouh. Ah ouais, j'ai pas du tout les mêmes chiffres là pour le coup. C'est Marge de assez free cash flow, incroyable. hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, marge du free cash flow sur 5 ans, moi je suis à 11%. Et marge free cash flow actuel, je suis à 24%. Donc pas du tout la marge que tu peux trouver toi. Bah, attends, c'est facile. Ouais, Le free cash flow actuel est de 12,5 milliards ouais. et le chiffre d'affaires est de 38,5. Ça fait 32%. Ouais. Et du coup, tu m'as dit le free cash flow, il était de combien à l'heure actuelle? 38,5 Ok, pour 12,5 de free cash flow. ok. Enfin, 12,5 de free cash flow pour Ouais. 38,5 de Alors j'ai IA. 12,43 de free cash flow moi. Et par contre, j'ai 37,8 de chiffre d'affaires, donc c'est là que ça joue, clairement. Mais non, pareil, hein, tu ne seras pas à 20%, tu seras Bah ouais, toujours non. peut-être à 29 ou 30%, Ouais. mais pas autant, quoi. Pas portant. Bon, je checkerai ça personnellement sur la suite. Mais oui, il doit y avoir un quick là-dedans. Il doit y avoir un quick. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont à voir là-dessus. Hmm. Moi, j'ai regardé il y a 10 ans, en 2015, il était à 750 millions. Ouais, en 2015, on était à 14% de marge de free cash flow. Ok. Ok, ok. Bon, Donc, ouais, faudra que je faut le regarder ces recheck un erreurs. petit peu. Beaucoup de particuliers tombent dans Ouais. ce genre d'erreurs. C'est pour ça que j'invite tout le monde à utiliser Margin parce que nos datas sont bonnes. Oui, C'est une c'est le bonne problème promotion. de beaucoup de particuliers, c'est qu'ils veulent utiliser des sites gratuits. Ouais. Gratuits. Moi, pour développer une app comme ça, Hmm. ça coûte cher d'acquérir de la data financière. C'est sûr. Donc, les sites gratuits, s'ils arrivent à être gratuits, c'est que ils ont pris de la data financière qui n'était pas forcément la meilleure ou qu'ils l'ont pris d'une certaine façon qui fait que c'est pas optimisé. Hmm. Donc, ça amène à faire des erreurs. Je vois tellement de gens dans mes commentaires mettre des trucs tu vois, comme ça, tu vois, Ouais. où ils pensent qu'une marge de cash flow va être si faible, alors que si tu le calcules à la main, tu te rends compte Ouais, tu que te rends c'est compte pas que du tout. c'est pas si. Ouais, ouais, bien sûr. Bien Et sûr. donc, c'est des points ouais, où il faut faire gaffe, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont ratées à cause de ça, Hmm. d'investissements qui sont soit pas faits, ou soit faits en pensant Ouais, ce en que pensant là, que c'est une bonne chose alors que. là ça t'a mis Salesforce de côté. Hmm. Mais si tu le prends dans l'autre sens, ou peut-être ça va te dire que tu as 40% de marge de free Ouais. cash flow, mais qu'en réalité, tu as dit, c'est des choses qui Ça peut être arrivent et tu peux te compliqué, ouais. retrouver à faire Hmm. un investissement Ouais. et être piégé.
Ça fait une belle promotion pour Margins, ça c'est sûr. Là, au moins, Ouais, on a des ouais. données sécurisées sur du long terme. Donc ça, c'est plus Non, non, intéressant. ouais, il faut faire gaffe parce qu'il y a Mm. il y a beaucoup d'erreurs sur les données. Ouais. Ouais. Ils sont Alors pas. pour le coup, je pense pas que ce soit mes données qui soient particulièrement fausses entièrement. Je pense que c'est plutôt ma façon de le calculer. Je regarderai ça C'est après à tête possible. reposée. Parce Faut que voir, moi, ouais. je fais tout sur Google Sheets moi-même, on va dire. Donc je pense que j'ai dû Ouais. faire une erreur, peut-être sur une mauvaise case ou quelque chose comme ça. Donc j'essaierai de checker ça. Mais même comme on l'a vu, c'est pas les mêmes chiffres, quoi. Enfin, j'ai un peu moins de chiffre d'affaires, un peu moins de free cash flow comparé à toi, donc c'est un petit peu surprenant. Oui, mais Mais ça va hmm, encore parce que ça peut être dû à. Moi, par exemple, c'est les trailing 12 months. ouais, C'est en gros en l'accumulation TTM, c'est ça? des 4 derniers mois, c'est ça, la Ouais, TTM. Donc, si par exemple, toi, tu as la data de 2024 ou ouais, 2025, c'est pour ça que ça peut être légèrement différent de la data qui est présente. Donc, ça, c'est pas vraiment problématique. ouais. Sur les marges, là, ouais, probablement, il y a une erreur dans le calcul. Ouais, c'est sûrement ça c'est clair. Mais voilà. Au niveau de toi, tes analyses, tu prends sur combien d'années? Souvent, est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 20 ans au maximum? Est-ce que c'est beaucoup plus? Ou est-ce que ça peut être cinq dix ans? Ça dépend des entreprises. Parce que Ouais, là, certaines, elles ont que 10 ans d'historique en bourse ou 15 ans. bien sûr. Généralement, j'essaie d'aller jusqu'à 30 ans à peu près. Ok, 30 ans quand même. Je Donc, veux voir comment la boîte s'est comportée pendant une crise financière. ouais, La dernière sérieuse, hein, qui n'était pas Covid ou 2022, la dernière sérieuse, c'était en 2008. ouais. Donc, j'aimerais bien voir comment l'entreprise a été gérée en 2008, qu'est-ce qui s'est passé pour cette entreprise et tout ça. Parce que, pareil, ça, c'est des choses à inclure dans la valorisation. Mm. On a eu depuis 2010 un bull market exceptionnel. Et donc, beaucoup de gens commencent à oublier que c'est possible que c'est pas forcément possible qu'on ait à moins 75% sur un indice comme on a pu avoir en 2008. Ouais, Mais c'est possible qu'il y ait beaucoup moins de croissance, que les entreprises galèrent un petit peu plus, etc. Et donc, il faut être capable de le valoriser. Ça ne veut pas dire que si, parce qu'on va avoir 2-3 ans d'une entreprise qui va avoir une décroissance, que c'est pas un bon investissement. mm. Mais il faut le prendre en compte dans sa valorisation et je trouve que beaucoup de monde oublie ça. C'est C'est pour ça que j'essaie de regarder jusqu'à en fonction des boîtes, mm. quoi, mais je 30 ans derrière. Ouais, surtout que si on regarde, bon, 2015, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de problème, donc on a potentiellement des chiffres d'entreprise qui sont plutôt corrects. Donc en Ouais. soi, c'est sûr que Non, ça non, peut clairement, là, expliquer. si tu prends 10 dernières années, en général, c'est quand l'entreprise a bien géré, ben, elle a bien géré et Mm. bon, elle a été beaucoup aidée par le gouvernement avec les quantitative Ouais, easing et tout ça. Une entreprise a mal géré pendant cette période, là, tu sais que c'est un carton rouge parce qu'elle était dans un environnement business qui était favorable. Donc, si elle n'arrive pas à gérer dans un environnement business favorable, ça peut être ça fait compliqué. un peu peur pour un environnement qui est défavorable. Ouais, bien sûr. J'imagine que je crois que tu as du booking dans ton portefeuille, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Notamment, c'est peut-être ce qui t'a poussé un petit peu à acheter l'entreprise. Quand tu vois que le Covid, Booking fait pas des chiffres catastrophiques, ça peut potentiellement intéresser justement en se disant le pire du pire est arrivé potentiellement, et pourtant ça va. C'est Ça pas non va. Et plus. puis après, la valo aussi était Ouais, bien intéressante. sûr. Et le management est excellent. Ils font des rachats d'actions, mais à une vitesse qui est pas possible. Quoi. Ils rachètent 5% d'actions par an. Donc ça veut dire que t'as même avec 5% de croissance des bénéfices, Mm. tu te retrouves avec 10% de PS en Ouais, plus. Donc c'est excellent. Quoi. c'est quand même très très intéressant. Booking qui, je pense, est pas surévalué à l'heure actuelle. Je pense clairement qu'aujourd'hui, on n'est pas sur la boîte à full opportunité. Après, je crois que ça a quand même, Ouais, on est quand même bien monté là récemment, par ça a contre. bien monté Ouais, on est quand même à récemment. 7, C'est pas 5007. trop survalorisé, mais Ouais, pour moi, c'est avec les marges de sécurité que je prends, ouais, c'est etc. ça. Je rentrerai pas maintenant. Ouais, Je rentrerai pas maintenant. Déjà, je considère que je suis rentré un peu cher, un poil cher. ok. Ouais, Mais là, je rentrerai pas maintenant ouais, ouais. avec les marges de sécurité que j'ai maintenant. Pareil, un particulier qui veut juste avoir un truc sympa, Hmm, ça me semble pas déconnant non plus. ouais. Ouais. Bah pour le coup, j'avais pas fait attention. 5700, c'est quand même pas mal. Voilà, en termes de marge de sécurité, on est quand même pas trop là. Mais Ouais, ouais, moi, ouais. quand j'ai connu l'action, elle était plutôt aux alentours des 4000 dollars. Là, je pense que c'est déjà beaucoup plus intéressant. On peut quand même, voilà, c'est quasiment 40% en moins, un petit peu moins. C'est Mais ça, moi, je crois que j'ai dû acheter autour de 4 500 $ par ouais, là. c'est ça. Donc ouais, aux alentours de 4500, ça paraît quand même clairement raisonnable.
Et puis là, il y a déjà Ouais. une belle performance qui a été faite. Du coup, tu dois être dans les plus 25, plus 30% dessus. Donc, sur du C'est long ça, terme, ça par là, sera plus de peut-être 26%. ça fait un beau début, quoi. Enfin, un beau début. Après, bon, je, c'était pas forcément à espérer que ça monte aussi vite ou Ouais, quoi que bien ce sûr. soit. Mais ça va. Ouais, Je vais pas m'en tu plaindre. prends et puis tu Euh, verras la suite, quoi. Clairement. exactement. Bon, bah écoute, c'était un très bel échange. J'ai bien apprécié de Merci discuter pour ton avec toi. invitation. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir. Évidemment, j'invite tout le monde qui regarde ce podcast jusqu'à la fin à vous abonner à Guillaume Fournier. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr. Voilà. Super. N'hésite pas également si tu veux que je mette par exemple l'outil margin ou quoi que ce soit. Je pourrais également le faire. Tu pourras mettre, si tu veux, la liste d'attente parce Ouais, qu'on n'est pas, pour le moment, on n'est pas encore ouvert ouais, au bien sûr, public. ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Vous n'êtes pas ouvert entièrement à tout le monde pour l'instant. C'est ça. Donc, On ouvre une vingtaine de places tous les mois. ok, ok. Bon, bah voilà, je pourrais mettre voilà, la fameuse liste d'attente et puis voilà. Super. J'espère que ça Génial. aura plu. Et puis peut-être un deuxième épisode si ça plaît, potentiellement. Ouais. Voilà, Pourquoi pas, ouais. on se C'est tiendra au sympa. courant. Un bel échange. Voilà, Il y a pas mal de choses. J'espère que les gens qui vont écouter, ben, ils ont appris des choses. j'espère. Ça leur aura été utile surtout. Je pense Ouais. que c'est ça Je l'essentiel. pense on a quand même abordé quelques points intéressants, donc ouais, Ouais. ça peut être pas mal. De la théorie, de la pratique également, donc ça peut être intéressant. Exactement. Et ça leur a permis aussi de voir qu'est-ce qu'il faut regarder quand on Ouais, analyse une entreprise. Je pense que cet échange sur Adobe où on avait deux visions plus ou moins différentes, je pense que ça aide beaucoup. Ça permet à mieux comprendre qu'est-ce qu'on va regarder dans une entreprise, ouais, quels sont les challenges à aller vérifier, quoi. c'est ça, absolument. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, À bientôt. ciao.